Bonjour à tous, merci d'être venus. On sait que c'est la dernière, donc ça va être dur. Ça fait une journée marathon qui a commencé tôt. Mais bon, on sait qu'on a les meilleurs, c'est déjà ça. On en a moins, mais on a les meilleurs, donc c'est quand même bien compensé, quoi. Et donc du coup, on va vous présenter notre solution rapidement. Une introduction déjà pour moi. Donc je m'appelle Denis Jeannot, je suis avant-vente chez D2IQ. Ça fait 2 ans que je suis dans la compagnie. On est plus connu aussi encore et ça va continuer comme ça pendant quelques temps, le temps que les gens s'habituent par notre nom d'origine Mesosphère, qui vient du projet Apache Mesos. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi on a changé de nom maintenant, parce que je pense que ça fera beaucoup plus sens en fait une fois que j'aurai fait ma présentation. Je reviendrai dessus rapidement, mais je pense que pour vous ce sera naturel en fait et vous comprendrez tout à fait pourquoi on a pris cette décision. Donc très rapidement, hop, faut que je revienne sur mon PowerPoint, ce sera mieux. Bon, je vais pas rentrer dans les détails sur moi, c'était juste que là il y a des liens sur ma YouTube ou des choses comme ça. Je partage beaucoup de vidéos. Vous allez voir dans la presse, hein, je vais faire une bonne partie de la présentation, ce sera de la démo. Et donc je fais beaucoup de démos, je partage des vidéos, donc c'est toujours bien de noter le lien si vous êtes intéressé par suivre un peu l'actualité chez nous. Un peu de background, on va dire, c'est avec les discussions qu'on a avec beaucoup de clients. On se retrouve toujours avec un peu les mêmes discussions de comment je vais vers le cloud native et on a des pillars, on va dire, qui sont la première chose, c'est je veux pouvoir utiliser toutes les technologies open source qui émergent comme Kubernetes, Kafka, Spark ou autres selon les use cases. Je veux pouvoir le faire sur le cloud public et dans mon data center, mais je veux aussi le faire sur plusieurs clouds publics. Maintenant, on est un peu. Au début, c'était je veux aller vers le cloud et je veux faire de l'hybride. Et après, maintenant, c'est je veux faire du multi-cloud. Je veux être sûr que je peux aller d'un cloud à l'autre et pas être loqué sur un cloud particulier. Je veux continuer à apprendre, à bien être capable de maîtriser toutes ces différentes technos. Et là, c'est là où c'est un peu plus compliqué, c'est je veux des coûts prédictifs. Parce qu'on a beau changer, moderniser, accélérer l'IT, au final, on doit savoir quel est le budget pour l'année prochaine. Ça ne change pas. Et donc, malgré qu'il y ait plus de complexité, il faut toujours réussir à faire cette équation, quoi. Donc, du coup, est-ce que le cloud public est la solution si on prend un peu ce problème comme je l'ai exposé? Pas vraiment, parce que si je vais avec un acteur du cloud public, je vais pouvoir faire peut-être un peu de on-premise parce qu'ils vont commencer à avoir des offres un peu hybrides. Mais je vais être très loqué avec ce provider. Je vais avoir du mal si je fais du Google et je commence à faire du Google on-premise. Oui, sur le papier, vous allez pouvoir faire aussi un peu d'Amazon, mais ça va être très très limité, on va dire. Ensuite, le coût prédictible, bon, ça on oublie, parce que forcément, si je fais du cloud public et je ne prends que des machines virtuelles, ok, là c'est prédictible. Mais en général, si je dis je vais vers le cloud public et je fais ma stratégie sur le cloud public et que je commence à consommer tous mes services de message bus ou de base de données ou de big data ou autre, chaque service a son propre façon de faire de la facturation. Un, ça va être le compute, un, ça va être le message par seconde, l'autre, ça va être la bande passante. Donc c'est très 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 compliqué de prédire en fait. Même quelqu'un qui va développer une application V1, il va avoir un coût sur ses échanges de messages, par exemple s'il utilise l'équivalent de Kafka sur le cloud public. Si il fait une update vers une version 2 de son application et qu'il n'a pas ça à l'esprit, peut-être qu'il va changer la façon dont il crée ses messages, il va peut-être générer 4 fois plus de messages, et d'un coup le coût de l'application va augmenter juste parce que l'application a été changée au niveau du design ou ce genre de choses. Donc ça c'est assez compliqué. La partie open source, beaucoup de ces services sont basés sur de l'open source mais avec une couche de propriétaire, on va dire, qui fait que du coup vous allez pas pouvoir facilement passer de cloud public à un autre si vous commencez à utiliser tous ces services avancés dont j'ai parlé. Vous allez pouvoir vous former, hein, vous allez pouvoir apprendre plein de choses, vous allez pouvoir devenir expert Amazon par exemple, expert Google, mais ça va vous limiter même dans votre carrière en fait, dans le sens où vous allez pouvoir, si vous faites de l'Amazon pendant 4 ans et que votre patron a décidé que vous allez faire que de l'Amazon pendant 4 ans, le jour où vous allez chercher un nouveau job, vous allez chercher des gens qui font de l'Amazon. Donc ça va déjà restreindre. Mais ça veut dire aussi que pour votre patron, ça va être plus dur d'embaucher des gens parce qu'il va leur demander de faire que de l'Amazon, alors que s'il leur dit moi je veux embaucher des gens qui veulent faire du Kubernetes, c'est beaucoup plus facile parce que les gens ils vont être intéressés, ils se disent si je vais dans cette boîte là, je vais pouvoir avoir cette expérience Kubernetes et ainsi de suite. Donc c'est toutes ces problématiques là qui font que beaucoup de gens se disent en fait le mieux c'est peut-être de le faire moi-même. Finalement Kubernetes, il y a la CNCF qui a cette landscape. Ça paraît un peu compliqué à la base, on se dit oh là il y a beaucoup de solutions, comment je vais faire pour choisir les différents composants pour mon monitoring, pour mon
mon logging pour ceci. Mais en réalité, il ne faut pas que se voiler la face. Hein. 99% des gens font les mêmes choix. Hein. C'est-à-dire que quand je veux consolider mes métriques, je vais faire du Prometheus Grafana. Quand je veux centraliser mes logs, je vais faire de l'Elasticsearch, du Kibana. Donc, ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas le fait qu'il y ait beaucoup de choses. Le problème, c'est plus qu'une fois que j'ai mis tout en place, ça prend déjà beaucoup de temps. En général, ça prend, disons, 6 mois au minimum par rapport aux discussions qu'on a eues avec pas mal de monde. Le problème, c'est qu'on est sur des technologies qui ont une cycle très rapide. C'est pas comme les technologies habituelles où j'ai une version majeure tous les ans et je sais que je peux avoir une ou deux versions majeures de retard. Là, Kubernetes, je sais qu'il y a 3 versions majeures sur lesquelles la communauté travaille, les 3 dernières. Donc ça veut dire que j'ai 6 mois pour upgrader chaque fois. Donc ça, c'est des choses déjà dans la culture de l'entreprise. C'est beaucoup plus compliqué de commencer à mettre ça en place. Et si j'ai fait ça moi-même, que j'ai choisi moi-même les différentes briques, comment je vais maintenir ça? Comment je vais faire en sorte maintenant de, à chaque fois, pouvoir upgrader dès qu'il y a des nouvelles versions de Prometheus, la tester, avoir un environnement pour le tester, une nouvelle version d'Elastic, je fais pareil, une nouvelle version de Traffic, je fais pareil, une nouvelle version de Kubernetes, oh, il faut que ça teste avec tout le reste. Ça devient très compliqué. Et donc, on a fait une petite étude. En fait, on s'est rendu compte que sur 6 mois, si je prends les projets les plus habituellement utilisés, on va dire, je vais me retrouver avec pratiquement 200 versions différentes. Je ne vais pas dire que je dois tous les implémenter, mais quand même, il faut que je regarde un peu, que je suive tout ça. Et 37 bugs de vulnérabilité. Donc, la plupart, vous allez devoir agir rapidement pour corriger des bugs, des CVE, etc. Donc, de ce constat, ce qui a émergé chez nous, en fait, c'est d'avoir une offre qui réponde à ce besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend le portfolio, on va avoir quelque chose qui est commun à notre portfolio, c'est le fait de vraiment avoir dans notre ADN d'éviter le lock-in. Ça veut dire que nous, on veut juste dépendre de machines virtuelles ou de machines physiques. C'est tout. À partir du moment où on fait ce premier choix, on sait que on devient multi-cloud, on devient hybride, on devient plein de choses. Ça donne beaucoup de choses, le fait de faire ce premier choix qui est je veux juste avoir comme contrainte d'avoir des machines virtuelles ou physiques. Ensuite, on a 2 offres. L'offre Mesosphère DCOS qui est celle que les gens connaissent. Okay, et on a une autre offre qui s'appelle Convoy. C'est une édition spéciale Marseille aujourd'hui. Qui vous permet d'avoir du Kubernetes. Et pourquoi on a fait ce choix d'élargir notre portfolio? C'est parce qu'en fait, si je zoome un peu et que je regarde que me donne DCOS, DCOS me donne la capacité d'avoir as a service, du Kafka as a service avec différentes versions, du Cassandra as a service, du Kubernetes as a service, plusieurs versions qui tournent. Ça, c'est hyper intéressant pour quelqu'un qui veut fournir tout ça du point de vue de l'IT central, on va dire, et fournir ça aux applications. Sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde la plupart de nos clients, ils n'en sont pas là sur leur partie Kubernetes. Ils en sont plus à plusieurs équipes applicatives veulent faire du Kubernetes. En général, c'est plus ou moins eux qui vont déployer et maintenir le Kubernetes. Et donc, du coup, si on arrive et qu'on dit, voilà, notre solution, c'est vous allez avoir une plateforme, vous allez la déployer sur du bare metal et vous allez mettre du Kafka pour tout le monde, ça ne répond pas forcément à beaucoup de clients. Donc, on s'est dit, on va faire en sorte d'avoir une solution qui corresponde à chacune des étapes dans lesquelles le client va se trouver. La première étape, c'est quoi? C'est je veux faire de la formation, par exemple. J'ai commencé à dockeriser tout. J'ai pas encore Kubernetes en production. La première chose qu'il faut faire, c'est quoi? C'est se former. Et se former, souvent, c'est pas se former pour opérer du Kubernetes. Bien sûr, il faut le faire. Mais le plus important de tout ce qu'on obtient de feedback des clients qu'on rencontre, c'est je veux former mes développeurs. Que mes développeurs ils comprennent qu'est-ce que ça veut dire de tourner sur Kubernetes. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la CNCF? Il y a des certifications pour ça. Il y a une certification qui s'appelle CKAD qui est pour les développeurs et une qui est CKA qui est pour les opérateurs. Et D2IQ, on est un des rares acteurs qui est certifié CNCF, donc qui fournit des trainings sur site ou à distance qui vont permettre aux gens de passer à la certification derrière. Pareil, encore une fois, pour le top management qui veut recruter des gens et des talents, si vous dites à des développeurs, je sais pas moi, Java ou Python ou autre, et vous leur dites, si vous venez chez nous, vous allez déployer votre application sur Kubernetes et on va vous faire suivre le cursus Kubernetes, vous allez être certifié. Ça a beaucoup de valeur pour le développeur. Il se dit, bah ouais, je vais aller dans cette société parce que je suis attiré par le fait que ça va me permettre de me développer. Tout ça, c'est des choses super importantes pour nos clients. Donc là, c'est vraiment, la première chose qu'on fait, c'est la partie training. Ensuite, une fois qu'on a fait le training, la deuxième chose qui vient, c'est bon, bah voilà, je veux maintenant déployer Kubernetes. Peut-être telle équipe applicative a besoin de Kubernetes, telle autre équipe a besoin de Kubernetes. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est
on a une solution qui s'appelle Convoy qui finalement, ça revient exactement à ce que j'ai décrit avant. C'est-à-dire je prends les différents composants de la CNCF, je les déploie, sauf qu'au lieu que ce soit le client qui a besoin de faire toutes ces qualifications et ce maintien de la solution, on fournit ça comme un logiciel où tout est packagé. Donc vous allez dire, voilà, je veux déployer un cluster Convoy on-premise ou dans un cloud. Ça va déployer le cluster Kubernetes, ça va déployer Grafana, ça va déployer Prometheus, ça va déployer Elastic, ça va déployer Traefik, ça va déployer la partie backup avec Velero, etc. Tout va être déployé, tout va être supporté par nous, c'est-à-dire qu'on va offrir du support de bout en bout, pas que sur Kubernetes, mais sur tous ces différents éléments. Et quand il y a une nouvelle version qui va arriver de Kubernetes, quelques jours, semaines, selon les versions majeures, mineures, etc., vous allez avoir la version Convoy correspondante qui va être disponible, vous allez mettre à jour, ça va faire un rolling upgrade, sans faire de disruption de votre applicatif, etc. Donc, vous commencez, vous former, vous commencez à avoir quelques clusters Kubernetes, vous allez pouvoir les déployer très rapidement, mais l'expérience que vous allez avoir pour l'opérer, ça ne va pas être une expérience, j'opère une plateforme propriétaire. Non, j'opère une plateforme qui est basée sur les composants open source que tout le monde utilise, sauf que je n'ai pas besoin de faire la qualification d'intégration, les versions, les upgrades, etc. Okay. Ensuite, ce qui peut arriver, c'est voilà, j'ai déployé mon application sur mon cluster Kubernetes et je me rends compte que je veux Kafka. J'ai besoin de Kafka parce que je veux que mes microservices discutent ensemble en échangeant des messages sur Kafka, par exemple. Je vais avoir besoin d'un opérateur pour ça, ce qu'on appelle un opérateur. Je peux aller chez Confluent et dire, voilà, je veux un opérateur. Est-ce que vous avez un opérateur? Bien sûr, ils en ont un. Si vous avez besoin de la Confluent Platform, c'est tout à fait logique d'aller chez Confluent. Nous, on travaille avec eux, c'est des bons partenaires. Il n'y a aucune raison de ne pas utiliser leurs opérateurs, etc. pour déployer Confluent Platform. Sauf que la plupart des gens, ils ont besoin juste d'Apache Kafka en fait. Et là, sur Apache Kafka, nous, on est capable d'offrir une solution supportée pour déployer Kafka sur Kubernetes, mais aussi déployer Cassandra sur Kubernetes, déployer Spark sur Kubernetes, et on va ajouter au fur et à mesure des packages à un prix très raisonnable. Et cela, on est capable de le faire parce qu'on a lancé un projet open source qui s'appelle Kudo, qui permet de créer très facilement ces différents packages, qui est basé sur notre expérience de gérer ce genre de service depuis des années. C'est ce qu'on fait sur DCOS depuis des années as a service. Donc on a juste appliqué la même connaissance dans le monde Kubernetes et on a créé un nouveau SDK pour pouvoir créer des opérateurs, mais de façon complètement déclarative. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ressemble l'opérateur Kafka. Sans aucune connaissance, vous allez comprendre comment il fonctionne. Alors que si vous en prenez un qui a été développé par Confluent, Elastic ou autre avec les autres SDK, ça va être plein de Go, ça va être beaucoup plus compliqué à comprendre le fonctionnement de l'opérateur. Donc je me suis formé, j'ai mon Kubernetes qui tourne, je peux faire du Kafka dessus ou du Cassandra si j'ai besoin. La prochaine étape, je commence à avoir de plus en plus de clusters Kubernetes. Là, l'IT veut commencer maintenant à avoir une approche corporate où dit voilà, je veux appliquer des permissions de façon centralisée, je veux voir les différentes versions actuellement déployées pour être sûr qu'elles sont toutes à jour, qu'elles ont les bons patchs de sécurité. Et là, on a ce qu'on appelle Commander qui va nous permettre à la fois de déployer des nouveaux clusters Convoy ou alors d'ajouter des clusters Kubernetes qui ont déjà été déployés par des COS ou qui ont déjà été déployés sur GKE ou autre, d'avoir tous mes clusters dans la même interface et de pouvoir créer cette notion de projet. Voilà, je crée un projet équipe 1. Dans ce projet équipe 1, j'aurai un rôle de type dev. Les gens qui ont ce rôle de type dev, ils seront capables d'avoir des accès pour créer des déploiements, créer des stateful sets, créer X, Y, Z objets sur tous les clusters Kubernetes qui ont le label dev égale true et team equal team1 par exemple. En fait, on va pouvoir classer les clusters Kubernetes et ensuite appliquer des droits selon ces labels et bien sûr pour le mettre à des utilisateurs Active Directory, LDAP ou autre. Okay. Donc ça, c'est vraiment la partie je gère mes différents clusters d'une manière centralisée. On a aussi des choses qui arrivent très rapidement comme la possibilité d'appliquer du service mesh dessus. Donc voilà, je veux déployer un service mesh sur mes clusters Kubernetes. Il y a quelques compétiteurs qui font ce genre de choses. Nous, on va le faire un peu différemment. C'est pas juste je vais déployer Istio, c'est je vais déployer Istio avec de la haute dispo, avec toutes les best practices et en plus en multisite. Je vais pouvoir dire je veux déployer un Istio entre tel cluster et tel cluster d'une manière à ce que mes microservices de mes différents clusters puissent communiquer ensemble. Ça, c'est beaucoup plus compliqué à faire soi-même. Il faut commencer à bien comprendre Istio, à comprendre la logique derrière, comment je fais mon réseau et tout. Donc ça, on va simplifier ça. Et finalement, la dernière chose, c'est Dispatch, qui est une façon de faire du CI/CD moderne, on va dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je veux faire du CI/CD de la même manière pour tout, pour mes VM, pour mes containers, je vais prendre du GitLab, je vais prendre du Jenkins, très bien. Maintenant,
si je veux faire du CI/CD pour Kubernetes différemment, en m'appuyant sur des outils modernes qui ont été vraiment pensés pour Kubernetes, je vais vouloir utiliser des choses comme Tekton, Argo CD, etc. Sauf que ces outils-là, ils sont très nouveaux. C'est beaucoup plus compliqué de les appréhender parce que si aujourd'hui vous avez un problème sur GitLab ou Jenkins, vous allez sur Google, vous avez 90 exemples qui vous expliquent comment résoudre votre problème. Si vous avez la même chose sur Tekton et Argo CD, comme c'est beaucoup plus récent, vous avez beaucoup moins de gens qui vont pouvoir vous aider. Et à la fin, c'est quoi le CI/CD? C'est de la prod. Okay, si vous avez votre CI/CD qui ne fonctionne pas pendant 4 heures, bah, vos développeurs, ils restent à la machine à café. Donc, c'est important que ce soit robuste. Donc, les gens ils disent, ouais, moi j'ai envie d'aller vers ça parce que c'est plus intéressant, ça a beaucoup d'avantages, mais je ne peux pas y aller parce que je sens que ça ne va pas être stable ou je ne vais pas avoir quelqu'un pour me supporter, ainsi de suite. Bah, nous, on a voulu rendre ça faisable en ayant un produit qui package tout ça et qui vous permet d'être confiant sur le fait de partir en production avec une approche moderne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas rentrer dans les détails de tous ces produits. Parce que si je le fais, je vais me répéter de ce que je viens de dire. Et en fait, je pense que le mieux, c'est de passer sur la partie démo et de vous expliquer en fait dans cette démo, au fur et à mesure, ces différentes briques et d'essayer de clarifier un peu tout ça. Mais avant que je parte à la démo, je voulais juste insister sur un fait. Maintenant, c'est beaucoup plus facile pour moi de vous expliquer pourquoi on ne s'appelle plus Mesosphère. Aujourd'hui, on a deux pilars. On a Mesosphère qui correspond à DCOS pour des gens qui veulent faire de l'IT as a service et qui veulent fournir, comme je vous disais, du Kafka et ainsi de suite. Ou alors faire une alternative à Cloudera. On a beaucoup de clients qui nous approchent pour avoir une alternative à Cloudera où ils vont pouvoir faire différentes versions de Kafka, différentes versions d'HDFS, différentes versions de Spark sur le même cluster, ce qui est très attrayant pour eux. Donc ça, c'est Mesosphère, basé sur Mesos. Tous les autres produits que je vous ai parlé, ça s'appelle Ksphere, basé sur Kubernetes. Et c'est pour ça qu'on a décidé de changer de nom pour que les gens ne soient pas perdus et comprennent pourquoi on n'est pas Mesos, on a une partie Mesos, on a une partie Kubernetes. On n'abandonne pas une partie pour en faire une autre, on élargit notre portfolio, ce qui est naturel dans une vie d'une société. On commence avec un produit et au fur et à mesure, on en crée d'autres. Et Day2IQ, pourquoi? Parce que Day2 Operation, c'est assez à la mode en fait. Et du coup, en fait, on s'est dit, voilà, les gens nous connaissent pour maintenir en production des environnements complexes, etc. etc. Et donc, du coup, on s'est dit, on va prendre ce terme Day2 Operation et on va dire Day2IQ. IQ, c'est QI en anglais en fait. Et on sait très bien que dans un an, Day2 Operation, ce sera has-been. Mais c'est pas grave, on s'appellera D2IQ à ce moment-là et ce sera comme EMC ou n'importe quelle boîte, IBM. Voilà, c'est pas important de savoir ce que ça veut dire. Et ça nous permettait d'avoir un point .com avec 4 lettres, qui est quand même relativement rare. Okay, donc, pour la partie démo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déployé donc, Commander, qui est notre interface qui permet de gérer plusieurs clusters Kubernetes. Donc voilà, c'est Commander. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous expliquer un petit peu. Je peux déployer des clusters supplémentaires. Je peux voir l'état de mes différents clusters. Je peux choisir de déployer un cluster sur Amazon, etc. Je peux créer des projets et créer des rôles sur ce projet pour dire voilà, telle personne peut avoir telle permission sur, par exemple, une ressource de type deployment. Donc c'est vraiment tout ce qui est centralisation des permissions, ainsi de suite. Ce que j'ai fait avec Commander, c'est que j'ai déployé un cluster ici qui s'appelle cluster 1. Ce cluster, je peux accéder au dashboard Kubernetes directement d'ici. Je peux accéder à mes dashboards Grafana en cliquant là. J'ai la partie Kibana avec les logs, toute la centralisation. Si je vais sur Grafana, je vais avoir tous les dashboards qui vont bien pour Kubernetes, mais même pour les autres éléments comme pour Elasticsearch ou autre, pour voir vraiment les métriques de tous mes différents composants de mon infra. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est j'ai scripté le déploiement de tous les composants dont j'ai besoin pour faire tourner cette démo-là, en fait. Donc la démo, je fais quoi? J'utilise Dispatch, qui est la partie CI/CD dont on a parlé, pour déployer 3 microservices. Et ces microservices, ils ont besoin de certaines choses. Ils ont besoin de Kafka, de Cassandra et de stockage objet. Donc j'ai déployé un cluster Minayo pour la partie objet. J'ai déployé un Cassandra et un Kafka via Kudo, qui est notre projet là, pour la partie opérateur. J'ai configuré Minayo pour dire, voilà, à chaque fois que j'ai un objet dans mon stockage objet qui est créé, je veux que tu notifies un topic Kafka. Okay, donc j'ai un service qui prend des photos sur Flickr de coucher de soleil et qui les stocke dans le stockage objet. Ça notifie Kafka. J'ai un autre service qui, lui, écoute Kafka, il voit qu'il y a des nouveaux objets, il les télécharge et il extrait de ces photos la partie GPS. Il stocke cette information dans Cassandra. Et j'ai un troisième microservice qui, lui, lit de Cassandra et affiche sur une carte les différentes photos. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé un script. Là, je l'ai fait avant parce que sinon, j'ai juste 5 minutes pour la démo, donc ça aurait été un peu compliqué. Mais pour faire simple, voilà, ce script, il fait des choses comme ça. kubectl, kudo, install Zookeeper. Je veux avoir Zookeeper pour mon Kafka.
kubectl kudo install Kafka. Je vais avoir un Kafka qui s'appuie sur mon Zookeeper que j'ai déployé par rapport à l'URL. Je veux faire un Cassandra kubectl kudo install, et là je peux dire c'est ma version de l'opérateur. J'ai fait j'ai pris le code sur GitHub de cet opérateur là, je peux le modifier moi-même et du coup je peux faire tourner ma version locale de cet opérateur là. Et à la fin, une fois que j'ai fini ça, j'ai utilisé dispatch pour, voilà, je déploie dispatch, je configure mes différents repositories GitHub, mes permissions pour accéder à mes différents repositories et ainsi de suite. Donc du coup, je me retrouve avec cet environnement où j'ai Kafka, etc. de déployer. Je peux voir qu'en fait, c'est déployé de cette manière-là, en fait, où j'ai cette notion de... Je peux faire un kubectl, kudo, plan, status pour Kafka, par exemple. Et là, je vais voir qu'en fait, le déploiement de Kafka, ça correspond à des étapes. J'ai un plan de déploiement qui a des différentes étapes. Ça, c'est pour Kafka. Si je fais pour Zookeeper, je vais voir, j'ai une étape de déploiement, plus une étape de validation, une étape de clean-up. Donc, en fait, je peux décrire comment je déploie Kafka, comment je déploie Cassandra, comment je le maintiens, qu'est-ce que je fais quand j'ai une erreur, etc., etc. Et en fait, tout ça, si je regarde dans l'opérateur, le code open source de l'opérateur, bah, je vais me rendre compte qu'en fait, c'est très simple. C'est juste ici, j'ai mon opérateur Kafka. Je vais ici, j'ai un fichier param qui me dit tous les paramètres par défaut, avec leurs valeurs par défaut, etc., que je peux mettre pour Kerberos, pour tout ça, parce qu'on supporte vraiment toute la partie Kerberos, etc. Je peux mettre mon opérateur, j'ai des fichiers YAML dont j'ai besoin pour les différentes phases, et je décris mes phases. Voilà, une phase de déploiement en série qui va s'appuyer sur telle tâche, etc. Et donc en fait, je peux voir tout de suite la logique de mon opérateur, et après, je peux aller bien sûr dans les templates et voir qu'est-ce que ça déploie, et ainsi de suite. Donc vraiment, on va pouvoir encoder la logique du cycle de vie d'une application complexe comme Kafka, comme Cassandra et ainsi de suite. Okay. Donc du coup, ce que j'ai fait après, j'ai mon repository où j'ai mon code de mon application, qui est ici. Automatiquement, quand je vais faire un push dans ce repository, j'ai un fichier dispatch, qu'on appelle dispatch file, où en fait je décris toute ma pipeline CI/CD. De comment je fais mes tests, comment je fais mon build, comment je fais mon déploiement. Et du coup, là, ça paraît un peu compliqué, mais en fait, c'est pour vous montrer qu'en fait, on peut mixer plusieurs langages, QA et d'autres, ce qui permet de faire, par exemple, des boucles for, etc. Si j'ai 3 microservices, je ne vais pas définir 3 fois. Et donc, je vais dire, voilà, j'ai un input qui est mon Git, j'ai un output qui est mon image Docker, on le voit ici. Et grâce à ça, je vais exécuter mon build, et de mon input, je vais obtenir mon output qui est mon image Docker. Et pareil pour le déploiement. Et là, c'est mes actions. Voilà, quand j'ai un nouveau commit sur la branche master, je veux automatiquement faire le build, puis le deploy. Donc ensuite, j'ai fait un commit de ça. Et sur Tekton, ça m'a créé un pipeline run, qu'on appelle un pipeline run, où j'ai vu, là, j'ai fait un build de mon application et de mes 3 microservices, et ça a créé mes images Docker. Okay. Donc là, ce que je peux faire, par exemple, j'ai une version 1 qui est déployée. Je vais vous montrer, là, si je fais juste, par exemple, je vais juste aller remplacer un fichier dans mon code pour avoir une nouvelle version. Donc je vais mettre la V2. Je vais faire un git commit. Et donc automatiquement, ce qui va se passer, c'est que ça va être détecté par Tekton, et vous allez voir, hop, directement, j'ai mon build qui se passe, mais là, c'est pas les 3 microservices, vous voyez, c'est juste celui qui a été touché, qui a été changé. Okay. Donc là, il va créer une nouvelle image Docker. Ce qui s'est passé après, derrière, c'est que j'ai un autre repository qui s'appelle, c'est le repository GitOps, c'est le principe du GitOps, c'est que j'ai un autre repository pour mon application qui contient tous mes déploiements YAML, en fait, qui dit, voilà, pour déployer mon microservice, il faut déployer un déploiement avec telle image, avec tel paramètre, et ainsi de suite. Et là, vous voyez, c'est un template où l'image Docker, elle n'est pas indiquée parce qu'il n'est pas encore créé. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où ma pipeline va se terminer, mon build va être terminé, mon image va être créée, automatiquement, je vais avoir un nouveau pull request dans mon GitOps qui va être créé par Tekton avec le bon image Docker, en fait. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir juste faire un merge de mon pull request. Je vais dire, voilà, j'accepte, je veux partir en production. Je fais un merge. Ça va être détecté cette fois-ci par Argo, qui lui gère l'application.
et le déploiement par rapport au YAML que j'ai décrit. Le YAML que j'ai décrit, ça devient cette interface ici qui est vraiment sympa où je vois mon application, etc. etc. Et au final, j'ai quoi? J'ai mon application qui tourne ici, qui, elle n'est pas terrible, vous voyez, c'est sympa, je vois mes différentes photos avec les versions, ainsi de suite. Si je clique dessus, je vais voir ma photo de mon coucher de soleil, le nombre de vues, c'est pas mal. Mais vous voyez, plus il y a de photos, plus c'est difficile à lire en fait. Donc ma version 2, elle doit améliorer ça en fait. Donc ce qui va se passer, c'est que là, mon build, il va bientôt être terminé. Je pense que je puisse faire la démo. Donc ça va bientôt être terminé. En fait, ce que je vais faire, c'est qu'on va continuer en même temps et vous allez le voir en fond de tâche. Lui, il va faire le build. Je vais avoir en fait un nouveau pull request ici. Je vais l'approuver et je vais voir que lui, en fait, il va se mettre à faire un rolling update vers la nouvelle version. Ok. En attendant, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire la partie prix avec le ballon de Marseille. Comme ça va permettre que ça avance de ce côté-là. J'ai peut-être pas assez de ressources, hein, j'ai pas tout vérifié. Et donc du coup, pour cette remise, qui est fan de l'OM? Ok, j'ai un fan de l'OM, 2. Ok. Sinon, j'aurais pu faire directement, je donnais à la seule personne. Alors, on va faire une petite question, mais même ça, tout le monde peut participer, mais on va essayer quand même de faire une question un peu sympa sur Marseille. Donc, qui a été le meilleur buteur sur une saison à l'Olympique de Marseille? Non. Ouais, mais toi, t'as pas le droit de jouer, toi. C'était bien essayé. Bon, alors on va devoir refaire une deuxième maintenant, du coup. Qui a été le meilleur buteur en Coupe d'Europe? Bon, dites un nom au total, hein, sur toute l'histoire de la Coupe d'Europe. Non? Dites des noms, là. Non, à Marseille. Ouais. C'était vrai pour le premier, pas pour le deuxième. Donc du coup, le build est terminé. C'est bien, ça m'a permis d'avancer sur ça. Et du coup, là, on voit que les images sont en train d'être updatées. Et donc, dans à peu près 10 secondes, si tout va bien, je vais avoir mon pull request qui va arriver ici. Voilà. Donc là, il a fait le patch, etc. Donc là, on est bon. Il n'y a plus qu'à faire ce dernier. Voilà. Donc là, si je vais attendre ici, je vais avoir mon pull request qui va arriver. Ça arrive, vous inquiétez pas. C'est ça. Allez, allez. Ah, il a bien fini. Ah non, il est encore en train de faire ça. Ok, d'accord, il était sur la dernière étape. Ça arrive. Ça arrive. Et encore, j'ai fait une grosse partie de la démo avant parce que malheureusement, c'est vrai que si on fait toutes les étapes et qu'on attend que Kafka se déploie, etc., ça prend. Mais cela dit, ça prend pas tant de temps que ça. Ça prend peut-être une petite. Allez, une demi-heure pour faire tout, de A à Z en fait. Et du coup, donc, je vais avoir ma pull request ici. Hop, je vais faire un merge. C'est vrai que le réseau n'est pas aussi bon que quand j'avais testé avant aussi. Et du coup, lui, il va détecter ce changement au niveau de. Voilà, ouais, il se synchronise. Il voit qu'il est out of sync et il va faire un rolling update en fait pour appliquer la nouvelle version ici. Et on va voir au fur et à mesure, il va créer et il va faire un terminating des autres quand les nouvelles seront créées. Donc on va voir, je vais vous montrer dans 10 secondes la nouvelle version. En attendant, peut-être que vous avez des questions. Ouais. C'est une super bonne question. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a Istio qui va bientôt être, on va pouvoir le déployer via Commander et ainsi de suite. Et en fait, la prochaine étape, c'est que Dispatch sera capable de gérer ce genre de déploiement sur Istio en fait. Donc forcément, du coup, on va hériter de tous les avantages en termes de type de déploiement, multi-site, disaster recovery, enfin plein de choses qui sont très sympas sur la partie Istio. Exactement. Est-ce qu'il y a une autre question avant que je fais juste ça, j'ai presque, il me reste, je sais que c'est compliqué sur les démos. Voilà, vous voyez, la nouvelle version, tout est plus joli, je peux zoomer et voilà, l'effet démo n'a pas eu lieu, ça a bien marché.
Donc merci beaucoup et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas.